pour venir à côté de moi, Veigo Hu, qui a organisé cette séance et qui va la modérer avec moi. Alors, vous allez peut-être vous présenter, parce que nous ne vous connaissons pas, et de même que vous présenterez les collègues que vous avez choisis pour intervenir. Merci, Monsieur le Président. Je suis Veigo Hu, chef de service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique au CHU de Brest, président de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. La Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique est très honorée par votre invitation pour organiser cette séance concernant la microchirurgie reconstructrice. Alors, je voudrais remercier également mes collègues plasticiens ici présents, donc le docteur Quentin Kessmayer, le professeur Franck Tuteil, aussi le professeur Frédéric Baudin, pour leur participation dans la préparation de cette science. Alors, la microchirurgie reconstructrice, aujourd'hui, est une partie intégrante de nos activités cliniques en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique en France, grâce à la formation qui nous a donnée par nos maîtres ici présents, le professeur Germain, le professeur Schemberg et bien sûr beaucoup d'autres. Et donc l'école de microchirurgie reconstructrice en France est considérée par nos collègues dans le monde une des meilleures écoles dans ce monde actuellement. Et il y a beaucoup de pionniers européens de microchirurgie reconstructrice sont des Français. Et donc, aujourd'hui, mes collègues et moi-même ont essayé de vous dresser un tableau général dans ce domaine concernant la microchirurgie reconstructrice crânio-maxillofaciale, des seins, des membres inférieurs, des membres supérieurs, chirurgie de la main. Voilà, donc je vais tout d'abord donner la parole au docteur Quentin Kessmayer, qui est chirurgien plasticien de l'hôpital de Nau et de Trousseau et maître de conférence à Sorbonne University, qui va nous parler de la microchirurgie reconstructrice crânio-maxillofaciale. Quentin, à toi. Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, je suis très honoré de pouvoir me présenter ce jour et venir vous présenter ce sujet qui est très, très large et ce serait difficile de tout résumer dans une simple communication. Donc, je vais essayer de ne pas partir sur l'ensemble de la voûte crânienne en passant par la base du crâne jusqu'au cou, mais de tirer des grandes lignes directrices de ce qui a pu arriver au niveau de la chirurgie faciale sur ces 10 dernières années en termes d'apport par la chirurgie plastique et les évolutions qu'on peut en tirer. Alors, juste un petit rappel historique, parce que ça va peut-être être un peu le fil conducteur, la reconstruction du nez, c'est une des classiques histoires de la chirurgie reconstructrice au niveau de la face. Il y a plus de 2000 ans, Chouchrota, on sait qu'il a décrit des reconstructions au niveau du nez en utilisant la peau frontale et donc à la naissance de ces lambeaux locaux. Ça a été redécouvert, d'autres méthodes ont été redécouvertes à la Renaissance avec Tagliacozzi et la face interne de bras. Donc cette reconstruction qui était marquée par un pédicule, c'est-à-dire la zone à reconstruire toujours attachée à la zone donneuse. Même si pendant la première guerre mondiale et les gueules cassées, on a fait beaucoup de progrès, il n'en est pas moins que cette attache est toujours restée, qu'il y a toujours eu ce lien entre le site donneur et le site receveur de tissu. Alors on faisait des lambeaux tubulés, on essayait de monter ces lambeaux tubulés progressivement pour aller chercher des zones saines et apporter suffisamment de tissu. Ça pouvait prendre
beaucoup de temps, des années. Il a fallu attendre les années 60 et les premières anastomoses microchirurgicales et l'explosion par la suite grâce à un plasticien américain, Rebonki, et les anastomoses microchirurgicales qui ont permis les autotransplantations chez les animaux. Et donc là, il y a eu en microchirurgie, comme vous le savez, 3 grandes indications, la replantation, l'autotransplantation et l'allotransplantation. Et nous, ce qui va nous concerner plus précisément, c'est plutôt l'autotransplantation, puisque ce lambeau libéré, ce lambeau libre, n'est rien d'autre qu'un autotransplant de tissu. Et donc, à l'image de ces 3 possibilités, il y a aussi 3 grandes zones, 3 grands sujets de thématiques de recherche qu'il va y avoir, qu'il y a eu et qu'il y a toujours, celle de l'anastomose microchirurgicale, celle de l'étude du site donneur et celle de l'étude ou de la préparation du site receveur. Et donc, l'autotransplant, comme je vous l'ai dit, c'est ce que l'on appelle vulgairement et classiquement le lambeau, et nous, en microchirurgie, le lambeau libre. Et c'est ce lambeau qui va prendre une place importante au cours des dernières années, et plus particulièrement au cours des 10-15 dernières années en chirurgie de la face. Alors, la face, comme vous le savez, elle va avoir des objectifs très précis de reconstruction. Les objectifs de reconstruction, numéro 1, c'est la survie. Parce que forcément, étant donné qu'il s'agit d'un carrefour où vous retrouvez les voies respiratoires et aussi des axes vasculaires indispensables, le rôle numéro 1 du chirurgien reconstructeur, c'est d'assurer la survie. La deuxième, c'est celle de la fonction, une fonction indispensable d'un point de vue social et de communication. Donc, il faut savoir aussi rétablir cette fonction indispensable. Et enfin, une anatomie et une esthétique qui aussi vont être primordiaux et qui vont intervenir après avoir assuré la survie et la fonction. Donc, c'est toutes ces caractéristiques que va devoir prendre en compte le chirurgien reconstructeur. Et pour ce faire, le plus souvent, on est aidé de la symétrie de l'autre côté du visage pour avoir des éléments de reconstruction. Et puis aussi, on va avoir le reste du corps pour aller puiser les pièces manquantes. Alors, le panel va être composé de toutes les structures, et c'est ça qui est intéressant au niveau du visage, c'est que vous pouvez retrouver de l'os, du nerf, du muscle, de la graisse, de la peau, toutes les structures globalement sont retrouvables. Donc, après s'être appuyé sur tous les travaux anatomiques qui ont commencé au 19e siècle sur la vascularisation cutanée, les plasticiens, les chercheurs ont pu déterminer des lambeaux standardisés sur des territoires vasculaires, et donc vont naître progressivement ce qu'on appelle toujours les lambeaux fasciocutanés, les lambeaux musculaires, des lambeaux osseux, puis progressivement les lambeaux composites, composés donc de plusieurs tissus mais avec un même vaisseau nourricier, puis enfin les lambeaux chimériques, des lambeaux dont ces différentes structures et ces différentes composantes vont avoir leur propre vascularisation, même s'il y a un vaisseau source pour l'ensemble. La vascularisation détaillée et précise superficielle de la peau va être de mieux en mieux connue, et on va découvrir fin des années 80, dans les années 90, les perforantes qu'on appelle la destinée cutanée, qui vont traverser les plans profonds et aller nourrir la peau. On va obtenir progressivement une vue un peu plus explosée de la vascularisation de ces tissus. On connaît le vaisseau source et on sait qu'il y a des branches qui vont nourrir ces différentes composantes, et on connaît de mieux en mieux leur anatomie jusqu'à la peau. Ça va nous être extrêmement important parce que si on a une reconstruction au niveau du visage, il y a des formes et des contours très très basiques, mais il y a aussi des détails extrêmement importants. Et si le fait de passer sur le lambeau libre nous a permis de répondre aux objectifs principaux de la survie et de la fonction, maintenant c'est plus dans le détail et dans cette esthétique associée qu'on va travailler. Donc, ça va faire appel à un travail et une pensée systématique autour de la conformation de ce tissu, de ce lambeau, comment on va le prélever, comment on va pouvoir le travailler, choisir donc les bons tissus et aussi prendre en compte la morbidité que l'on va occasionner au niveau du site donneur. Alors, je vais vous présenter ces différents concepts à travers différents exemples, parce que je pense que les cas cliniques aident à saisir ces différents exemples. Ici, le cas d'un patient qui a une reconstruction classique au niveau de la langue avec un lambeau de grand pectoral qui s'est retrouvé en situation d'échec, situation que l'on assure être
plus fiable, mais qui en réalité s'est trouvé problématique dans cette indication-là, puisque le fait de vouloir conformer ce lambeau pédiculé a détruit ou a mis à mal sa vascularisation, et donc on a une nécrose de la langue. La reconstruction linguale faisant appel à des dessins et des conformations très particulières. Ce que l'on sait maintenant justement en maîtrisant la peau, c'est pouvoir dessiner de manière plus adaptée ces palettes cutanées et faire des dessins plus spécifiques qui vont nous aider de manière libre, et c'est pas seulement donc dans l'anastomose, mais c'est aussi dans la conformation, de dessiner la forme de la zone à reconstruire et donc in situ, pouvoir dessiner cet aspect, cette forme de langue avant de transférer ce tissu qui, ici, a été prélevé au niveau de la face externe de cuisse sur ce qu'on appelle le lambeau antérolatéral de cuisse. Ça va permettre d'obtenir une qualité de reconstruction, de remplir les objectifs, c'est-à-dire restaurer un volume et donner aussi une certaine souplesse et mobilité de la langue restante, puisque ici, la langue restante, ce sera la base de langue, et donc normalement, si la vidéo fonctionne, voilà, on voit qu'on a un volume suffisant et une mobilité suffisante de la langue. Donc, ça va apporter et venir nous aider à accomplir ce rôle de fonction. Je ne sais pas si on peut entendre aussi. Ah, mince, excusez-moi. Je ne sais pas si on peut entendre le... Bonjour, je m'appelle Amadou Tanguy, je suis né à Safi le 24 février 1956. J'ai une famille avec une seule femme, 2 enfants, et je suis examinateur de brevet à l'Office européen. C'est l'objectif au niveau de la fonction va être assuré grâce à cette capacité de dessiner librement la palette cutanée. C'est le rôle important de cette conformation dans le prélèvement du lambeau. Et ça, donc, c'est grâce à cette meilleure connaissance de la vascularisation de la peau que l'on pourrait schématiquement représenter de la sorte avec des vaisseaux sources et des distributions étagées. Cette distribution étagée, elle va nous servir aussi à d'autres choses, c'est-à-dire affiner nos reconstructions. Ici, vous avez l'exemple d'un prélèvement d'un lambeau antérolatéral de cuisse. Vous voyez qu'on va avoir une épaisseur qui va être importante. Dans certaines indications, ça va être nécessaire. Dans d'autres indications, ça va être pénalisant. Et donc, on va se servir de cette meilleure connaissance pour changer notre plan de dissection et nous placer dans un plan très, très superficiel de dissection, dans le plan du fascia superficialis ou au-dessus. Et donc, si on reprend ce même type de lambeau, en se plaçant dans ces plans-là, vous voyez qu'on réobtient des vues éclatées de la vascularisation très superficielle avec les vaisseaux qui vont être destinés à l'aponévrose, au nerf, et puis les vaisseaux les plus superficiels qui vont être au contact du derme. Voilà ici les branches très superficielles que vous pouvez voir des perforantes, des branches plus profondes, le nerf superficiel ici qui en plus va pouvoir être conservé. Donc, une maîtrise plus importante du prélèvement du tissu dont on a besoin. À quoi ça nous sert en pratique, ce genre de cas? Un jeune homme qui est suivi depuis des années pour une malformation de la face, une malformation vasculaire très handicapante, qui a eu tous les traitements, qui est passé N fois en comité et pour lequel il est décidé finalement de réaliser une résection chirurgicale. La résection chirurgicale est mutilante et lourde et transfixiante. Et donc, comme vous le voyez, vous avez une perte de substance qui est importante, cutanée, muqueuse. Vous avez une perte de substance aussi qui va toucher le plan musculaire. Il y a la motricité aussi au niveau de la commissure labiale qui va être atteinte. Et donc, là, c'est juste pour vous montrer l'abord au niveau vasculaire. Et donc, le rôle du plasticien, grâce à sa connaissance de la vascularisation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est de faire appel à cette projection de la vascularisation et d'aller chercher les différents éléments. Là, sur le site donneur, on va pouvoir prélever différentes palettes cutanées pour pouvoir construire ces défects et utiliser aussi du muscle, le muscle droit fémoral en l'occurrence, vaste latéral pardon, en l'occurrence avec sa branche nerveuse pour venir redonner de la motricité. En pratique, on prélève dans une épaisseur beaucoup plus adaptée pour éviter d'avoir des surplus cutanés. On laisse la graisse profonde, on prend que les vaisseaux qui sont à destinée superficielle et vous obtenez des lambeaux de cette nature-là où vous avez 2 palettes cutanées, une qui pourra faire l'extérieur, une l'intérieur, chacune d'elles avec des innervations sensitives, puisque nous sommes en regard du 5-2, on pourra se rebrancher sur certaines branches du 5-2 et la portion musculaire nécessaire pour la réhabilitation
à minima de la commissure labiale, parce qu'on ne pourra pas obtenir la même subtilité, mais suffisamment. Initialement, ça vous donne toujours un volume important, même si c'est prélevé fin. En post-opératoire, sur des chirurgies longues comme ça, vous noterez la palette de l'autre côté en bouche et la palette externe, le muscle étant entre les deux. Et à distance, vous voyez qu'on a un minimum de contraction et un minimum de récupération faciale, c'est sans dégraissage. Un résultat à 1 an et demi, ça doit être à 18 mois, oui, où esthétiquement c'est acceptable et dans la fonction c'est acceptable. Tout ça va pouvoir être amélioré dans la précision grâce à des outils. Un des outils qui rentre un peu, c'est les outils de diagnostic imagerie, comme l'écho-doppler, qui vont nous permettre de repérer ces vaisseaux-là. Donc les vaisseaux comme ces perforantes très superficielles, on peut les repérer grâce à l'écho-doppler, en utilisant le même appareil qui sont utilisés dans les salles de réveil. Vous voyez ici une branche qui traverse la peau névrose du vaste latéral et qui se destine à la peau. Ça permet de faire des topographies beaucoup plus précises et donc de prélever des quantités, des lambeaux fins dans des endroits très très précis en diminuant la morbidité. Vous voyez, on retrouve cette petite perforante et on laisse l'ensemble des tissus et on obtient, voilà, c'est vraiment du ciblage de prélèvement avec les vaisseaux nourriciers. On va pouvoir avoir une palette fine sur mesure avec un péticule long. Et ça va permettre de changer certaines indications. Par exemple, de changer les indications qu'on a classiquement pour le lambeau antébrachial radial, le célèbre lambeau chinois, qui lui nécessite un prélèvement au niveau de l'avant-bras, qui nécessite d'avoir une greffe sur le site de prélèvement de l'avant-bras, et donc d'avoir une morbidité au niveau d'un autre site donneur et d'avoir une immobilisation paratelle. Là, on peut prélever des tissus aussi fins sur des zones où vous n'aurez pas cette morbidité. Voilà, classiquement, certains résultats difficiles qu'il peut y avoir sur les prélèvements de lambeau antébrachial radial. Et donc, le but, ça va être de pouvoir s'émanciper de ces séquelles en utilisant un autre site que celui de l'avant-bras. Pourquoi cette image? Je vous mets cette image, elle est un peu choquante, mais c'est pour vous montrer des progrès réalisés par la chirurgie robotique. Ça, c'est une voie d'abord de mandibulotomie pour accéder à la paroi pharyngée postérieure pour une tumeur très très difficile d'accès. Les chirurgiens ORL ont utilisé le robot, ils utilisent de plus en plus le robot et c'est vraiment magnifique ce qu'ils font en termes de diminution de morbidité puisqu'on est passé de ces voies-là à des chirurgies transorales. Donc on peut passer par cette voie d'abord-là, naturelle, pour retirer des lésions tumorales. Vous voyez, celle-ci étant placée très postérieure, ils peuvent faire une résection très importante. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en combinant ces exérèses adaptées au robot, en combinant des prélèvements faits par les chirurgiens plasticiens sur des branches perforantes ciblées dans certaines zones anatomiques, on peut associer les deux chirurgies pour diminuer le plus possible la morbidité. Vous voyez qu'on peut se mettre à distance du robot, prélever en même temps un lambeau en n'utilisant qu'une portion cutanée dans une zone où la morbidité sera très faible et avoir un lambeau tellement fin qu'en réalité, il sera donc suffisamment fin et petit avec une morbidité très faible et pourra être mis au fond de la cavité orale, toujours en utilisant le robot. Ça viendra répondre aux exigences de reconstruction, mais aussi répondre aux exigences de diminution de morbidité. Vous voyez ici des résultats à distance. Ici, c'est le résultat et l'aspect du lambeau à long terme. Pareil ici, c'est une paroi pharyngée postérieure qui est entièrement reconstruite avec un lambeau antérolatéral pris sur mesure. Vous voyez que les morbidités n'ont plus à voir avec des morbidités sur l'avant-bras, où on regreffe, etc. et on touche au tendon de l'avant-bras. Et au niveau du visage, le travail incroyable grâce à l'apport de la robotique par les chirurgiens ORL, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une petite cicatrice cervicale et plus ces grandes mandibulotomies délabrantes. Un autre sujet sur lequel cette connaissance de la vascularisation nous a permis de faire des progrès, nous permet de faire des progrès, sont les séquelles de paralysie faciale. Une des grandes difficultés, c'est ces grandes exérèses de parotidectomie élargie, avec des invasions très très larges au-delà de la parotide, touchant différentes structures comme la peau, etc. Ici, c'est un exemple de paralysie faciale post-chirurgicale.
Ici, un exemple de résultat après radiothérapie, après chirurgie palliative correctrice, avec une certaine obtention de symétrie, mais des séquelles au niveau statique, des séquelles assez visibles, absence de résultats dynamiques satisfaisants et beaucoup de séquelles statiques. Voici le genre de tumeur qu'on peut avoir, une récidive parotidienne avec une extension cutanée importante. Donc ce sont ces lésions-là qui nous intéressent. Le nerf facial, comme vous le savez, il a un tronc commun, 2 branches principales si on simplifie les choses, puis une multitude de branches pour ces différentes branches-là. Il y a le volume de la parotide et puis il y a d'autres structures autour, la graisse, la peau, les muscles et la mandibule. Donc le but du chirurgien reconstructeur, ça va être d'apporter ces différentes structures, apporter du nerf, de la graisse, de la peau sur ces exérèses très élargies. Choix du site donneur, on va choisir par exemple le site donneur dorsal, une région où le latissimus dorsi a son pédicule artério-veineux, qu'il donne des branches qui vont aller à la peau ou à la graisse sous-cutanée, mais qu'en parallèle de ce pédicule, on retrouve un nerf moteur, celui du latissimus dorsi, qui est grand dorsal, qu'on pourra utiliser dans le même temps. Un exemple d'exérèse nécessitant une exérèse cutanée avec une parotédectomie très large. Vous voyez, l'exérèse est très large, elle emporte aussi donc tout le nerf facial. Vous avez sur la grande flèche le tronc du nerf facial repéré par un fil, et de l'autre côté, vous avez les 6 branches terminales qui ont pu être identifiées et cette large perte de substance. On peut faire un prélèvement au niveau dorsal, prélèvement de la quantité de peau nécessaire. On va disséquer à travers le muscle ces perforantes, on va laisser le muscle en place, mais par contre, on va s'emparer du nerf en même temps que le pédicule. Vous avez au final votre pédicule qui est ici, qui va nourrir la peau, mais en parallèle, vous avez différentes petites branches nerveuses qui sont les branches du nerf thoraco-dorsal, dont vous avez une représentation schématique ici. Ça va nous permettre de venir apporter une anastomose vasculaire pour nourrir cette palette cutanée, et aussi des anastomoses nerveuses, d'un côté le tronc du nerf thoraco-dorsal avec le tronc du nerf facial, de l'autre côté les branches du nerf thoraco-dorsal avec les branches distales du nerf facial. Et bien sûr, la couverture de cette grande perte de substance. Alors on va pouvoir s'adapter, si on n'a pas besoin de peau, mais juste de volume de la loge de parotédectomie, on pourra prendre juste de la graisse sous-cutanée et faire des anastomoses nerveuses, recouvrir le tout avant radiothérapie. Et quand on a besoin de situations un peu plus complexes, on peut prendre, comme vous le voyez là, de la peau et des expansions graisseuses plus importantes pour prévenir la perte de substance et la perte de volume. Voilà les exemples de nerfs. Donc ce sont des pièces très très lourdes, hein, où pour d'habitude c'est très difficile à reconstruire. Ça prend du temps, la reconstruction. Mais vous avez des résultats petit à petit qui viennent. Je vous montre différents cas, mais pas à l'ensemble. Il y a des publications à ce sujet pour les personnes qui seraient intéressées. Mais voyez qu'en quelques mois, vous allez avoir progressivement une symétrisation de la face. Une patiente ici à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. On voit qu'à 12 mois, le sillon nasogénien est réapparu. On voit qu'il y a des contractions au niveau de l'orbiculaire, qu'il y a une certaine symétrie au niveau du visage. Ça récupère lentement. Il faut compter au-delà de 2 ans pour commencer à se rapprocher du résultat final, parce qu'il faut penser qu'il y a de la radiothérapie aussi, et 5 ans pour se dire qu'on est arrivé sur un résultat définitif, en sachant que c'est des patients qui nécessitent très très rarement un traitement palliatif correcteur par la suite. Autre sujet extrêmement important des 10 dernières années, l'os, le travail osseux, les lambeaux osseux. On voit bien qu'une mandibule a une architecture, une anatomie particulière comparée aux autres sites qu'on pourra prélever au niveau de membres, les sites donneurs qui servent classiquement pour la face. Et donc, il y a tout un travail de conformation qui va être nécessaire. Ce travail de conformation, il va être connu assez rapidement avec les lambeaux libres. Ici, c'est un exemple de lambeau de Peyronet, de son prélèvement classique. Début des années 90, vous avez déjà des grands noms comme ceux d'Hidalgo qui vont travailler et présenter le type de conformation qu'on va pouvoir faire, la manière dont on pourra couper cet os et l'adapter pour la perte de substance mandibulaire, avec des techniques utilisant des patrons sur les examens scanners, des mesures, et nous permettant de faire des modèles péropératoires pour conformer le lambeau de Peyronet.
Ça donne de très très bons résultats, mais c'est très chirurgien dépendant puisque ça nécessite quand même beaucoup d'expérience et une certaine habitude, et donc un certain nombre aussi d'erreurs en cours d'apprentissage. Par exemple, le cas de ce patient, on voit la déviation au niveau de la mandibule et un contact postérieur prématuré. Vous voyez par exemple ces anciennes radiographies. Alors, au cours des 15 dernières années, on a eu une énorme avancée au niveau de la 4K, de la 3D. Et donc maintenant, on va utiliser exclusivement de la 4K. Je pense qu'il y a très très peu de sites maintenant où on peut faire autrement. Et donc on va utiliser des guides de coupe. Ces guides de coupe vont être utilisés et au niveau de l'exérèse mandibulaire et au niveau du site de prélèvement, ici en l'occurrence le prélèvement au niveau du lambeau de péroné ou de fibula, qui est le gold standard dans ce type de chirurgie reconstructrice. Ça va nous permettre d'avoir des anatomies qui sont plus exactes, de choisir en amont les quantités d'os nécessaires à la reconstruction et de disposer de tout le modèle préopératoire. Alors, ça permet de faire des simulations. Et par exemple, ici, c'est une simulation d'une exérèse au niveau de la mandibule et d'une reconstruction par lambeau libre de péroné. On peut ajuster des guides de coupe pour l'exérèse. Voilà, ça permet de voir en pratique comment ça se passe maintenant. On simule la position du péroné à venir. On va choisir les fragments, on va choisir des sites de pose des implants dentaires, les axes que vous voyez là. On va pouvoir mettre des plaques en titane sur mesure qui seront déjà prêtes pour la chirurgie. Donc on voit un progrès technologique très important et qui maintenant devient vraiment indispensable pour obtenir le niveau de précision que l'on recherche. Ça permet aussi, vous voyez, de voir les axes vasculaires au niveau du membre inférieur et aussi de prévoir la longueur du pédicule en fonction de la zone où on met l'os et où on va chercher à se rebrancher. Voilà, on perd des exemples de modèles de guides de coupe qui sont utilisés. Une exérèse, vous voyez, où les lignes sont très très droites, c'est très carré dans l'exérèse, tout est prédit à l'avance, et des lambeaux où le montage est déjà fait très rapidement puisque les plaques sont sur mesure et les guides de coupe sur mesure, on peut placer directement et en rapport avec la perte de substance pour avoir des résultats anatomiques beaucoup plus en adéquation avec l'anatomie du patient. Ça s'adapte à d'autres zones. On peut utiliser aussi pour le lambeau de scapula. Ici, c'est un exemple d'une vue inférieure où on choisit la portion de la pointe de scapula qui va nous être la plus adaptée pour la reconstruction du palais. Ça nous permettra aussi de choisir les positions d'implant. Vous voyez, ça fait des guides de coupe scapulaire. On choisit la partie qui correspond le mieux à la reconstruction du palais. On va choisir les parties où l'épaisseur est suffisante pour pouvoir faire de l'implantologie par la suite. Et ça peut aller même très très loin, cette connaissance de la reconstruction grâce à la 3D. L'exemple d'un jeune homme qui est venu de l'étranger pour une prise en charge avant un retour en Afrique et qui demande une prise en charge en un temps. Il a eu un accident au Mali dans son enfance où il a été victime de violence avec un accident par arme blanche qui l'a défiguré complètement. Dans la petite enfance, vous voyez cette hypercroissance du maxillaire supérieur en l'absence de mandibule, puisque la mandibule était atrophique et manquait d'os sur une partie. Ici, ce que vous voyez, c'est de la fibrose, et qu'on a des déformations majeures là-dessus. On a besoin d'apporter de l'os, mais en même temps qu'on a besoin d'apporter de l'os, on a besoin de corriger la position du maxillaire. On a besoin aussi de corriger la position de la mandibule de l'autre côté. Donc, il y a tout un tas de calculs à faire pour lesquels il nous fallait X temps de chirurgie auparavant et qui n'était pas possible. Actuellement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prévoir, oui, cette chirurgie reconstructrice pour ces patients qui ne peuvent pas rester en France, qui devront repartir chez eux, qui ne peuvent pas bénéficier de ce type de technologie. On peut simuler la position idéale de la mandibule. On peut faire la correction orthognatique dans le même temps, enlever les excédents maxillaires. Donc sur cette vidéo, vous voyez, dans un premier temps, on enlève l'excédent maxillaire, on repositionne le maxillaire dans une position qui nous semble adéquate. Les guides de coupe, les plaques sont faits dans le même temps. On va pouvoir retirer l'os fibreux ou la fibrose qu'il y avait à ce niveau-là et mettre de l'os de qualité en utilisant le péroné. Donc côté droit, là où il y avait eu l'entrée de l'arme blanche, on va enlever cette fibrose et pouvoir venir mettre
un os en conséquence. De l'autre côté, on va pouvoir faire une rotation de la mandibule. Il y a énormément de calculs qui vont pouvoir être faits tranquillement avant de se précipiter au bloc opératoire, avant de faire tout ça dans des conditions de réflexion plus difficiles. On va tout modéliser. On modélise aussi donc cette portion de fibula dont on va avoir besoin, qu'on va venir mettre en place. Et vous allez voir qu'on obtient un schéma de reconstruction très très complet. Vous allez avoir en même temps de la microchirurgie, de la chirurgie orthognathique et avoir le complément de tout le traitement en même temps. Vous voyez le positionnement du péroné qui sera mis lors de la même intervention. L'ostéotomie sagittale mandibulaire contralatérale, une prothèse au niveau de l'angle mandibulaire pour restaurer l'anatomie, et on va pouvoir aussi choisir les zones d'implant et poser les implants dentaires dans le même temps. Normalement, on va voir aussi la position pour les implants dentaires. Voilà, vous avez des guides pour les poses d'implants qui vont avoir lieu dans le même temps. 2 sur l'os restant et puis 2 sur la fibula. Hop. Donc, la chirurgie, donc toutes ces procédures se font en même temps. La reconstructrice a lieu en même temps que la chirurgie orthognathique et ça vous permet, vous voyez, 2 implants de ce côté-là, votre péroné. On retrouve les éléments de configuration qu'on avait envisagés avec des résultats esthétiques immédiats pour le patient qui a déjà ses implants, son résultat esthétique et qui peut retourner dans son pays, qui n'a pas besoin de rester 2 ans pour obtenir un traitement de ce type-là. Enfin, dernier sujet, celui que je voulais aborder, celui de la super microchirurgie. On appelle super microchirurgie, qui est celui des anastomoses de vaisseaux de très faible diamètre, qui vont nous aider à améliorer encore plus notre précision dans la reconstruction et dans la conformation des lambeaux. Ici, le cas d'un patient avec une récidive d'un carcinome épidermoïde au niveau de laryngée sur l'orifice de son trachéostome. Il a déjà eu une laryngectomie totale. Il fait une récidive sur son trachéostome. Il est décidé finalement de faire une reprise chirurgicale, sauf qu'on se retrouve sur la trachée. Il y a la peau et la trachée. On va réutiliser les principes que l'on connaît, faire un repérage échographique. On se base sur la cuisse qui permet d'obtenir beaucoup de tissus et une reconstruction pareille en amont qu'on va penser en regardant la vascularisation locale. Ici, on va avoir beaucoup de tissus sur la branche descendante avec une branche perforante. On va pouvoir armer cette zone cutanée avec du cartilage afin de refaire la reconstruction trachéale. À côté de ça, vous avez vu, le cou était entièrement irradié et il y avait une récidive aussi dessus. Donc, on est obligé de faire une exérèse cutanée importante. On va prélever de la peau au niveau de la même cuisse. En l'occurrence, cette peau qu'on peut prélever au niveau du même site donneur a une vascularisation qui vient d'une perforante autre, différente, avec une vascularisation propre. Ce qu'on va faire donc en péropératoire et ce qu'on peut faire grâce à cette technique d'anastomose de faible diamètre, c'est de prélever cette palette sur le même site donneur, même si elle a une vascularisation différente, faire notre conformation trachéale, de reconstruction trachéale, et réanastomoser la palette à partir de sa branche perforante directement sur le pédicule ou la fin du pédicule ou une branche de l'autre palette. Donc on va pouvoir mettre en série des palettes qui avaient des vascularisations complètement différentes. Ça nous permet de travailler sur le même site donneur et d'avoir qu'une seule anastomose à la fin et une conformation au même endroit. On va pouvoir replacer la trachée néo-reconstruite, des sutures en parachute avec la trachée restante. Et vous voyez que ça permet de refaire de manière libre, avec une conformation beaucoup plus facile, la trachée d'un côté et la peau de l'autre côté, sans qu'il y ait des tensions sur ces palettes cutanées. Voilà le résultat à distance sur le scanner, où on devine les cartilages ici. On retrouve ici les petits fragments cartilagineux et à peu près 56 mm à peu près, a priori reconstruits. Voilà. Autre cas, autre exemple de ces microchirurgies, de ces chirurgies très ciblées de reconstruction, une patiente qui a eu beaucoup de chirurgies reconstructrices au niveau du visage, qui a des implants au niveau des régions malaires infectées, avec la présence de ces implants, donc ces implants qu'il faut retirer, ces corps étrangers qu'il faut retirer, et une crainte importante pour cette patiente de se retrouver complètement défigurée en post-opératoire, et l'inquiétude qu'elle a par rapport à ce vide qui va y avoir au niveau des pommettes, puisque ces pommettes ne tiennent qu'à ces implants. On décide finalement effectivement de les retirer pour des raisons médicales, et
On va utiliser un site donneur qu'elle a déjà eu. On fait nos repérages échographiques, on regarde les zones où la patiente a été opérée. On va pouvoir réutiliser, ici elle avait une ancienne cicatrice d'abdominoplastie. On va utiliser les régions inguinales, prélever de la graisse en repassant sur des zones où elle a déjà eu de la cicatrice, prendre les vaisseaux nourriciers vraiment dans leur portion finale et aller les rebrancher au niveau du visage. Alors ici, en l'occurrence, pour ne pas laisser de cicatrices supplémentaires, on a fait les branchements en intraoral, dans les vestibules supérieurs sur les artères et veines faciales, pour lui redonner en post-opératoire donc du tissu et des pommettes, mais grâce à de la graisse et pas des corps étrangers, et qu'elle ne soit pas, même si ça reste initialement de l'esthétique, défigurée pendant un temps, qu'on puisse faire la reconstruction dans le même temps, dans le même principe que la carcinologie. Enfin, dernier cas, et on en revient à l'histoire de la reconstruction du nez, qui est un archétype pour nous. Une patiente qui a un carcinome au niveau de l'aile du nez, qui nécessite une amputation narinaire. La perte de substance est importante. Différentes solutions. On peut, et c'est toujours classique, d'utiliser la peau du front avec différents temps, avec un pédicule qu'on va laisser en place, puis sectionner. On peut le faire. Maintenant, la chirurgie plastique et microchirurgie en chirurgie plastique nous permet d'avoir d'autres solutions. On peut utiliser la racine de l'hélix. On peut prélever avec la vascularisation de la racine de l'hélix. Et on peut aussi, grâce aux anastomoses super microchirurgicales, ne pas avoir besoin d'aborder le cou pour aller se brancher, ne pas faire de grandes dissections de pédicule sur la temporale pour aller se brancher sur le cou, mais se brancher directement in situ dans la perte de substance, là où on a retiré la lésion, et obtenir sans autre cicatrice en un temps un résultat qui va être acceptable. Il y aura peut-être des retouches chez cette patiente au niveau de l'aile du nez, mais non, en un temps, on n'aura pas de pédicule, on va pouvoir apporter du cartilage, celui de l'oreille pour remplacer celui du nez, et suffisamment de peau pour refaire l'anatomie de l'aile du nez. En conclusion, et j'espère pouvoir avoir pu représenter toutes ces dernières années, les connaissances et les améliorations dans des exemples pratiques de ce qu'on connaît maintenant au niveau de la vascularisation, de ce que l'on a pu améliorer dans notre réflexion autour du choix des lambeaux, le repérage des perforantes, les soucis de diminuer la morbidité, l'intérêt grandissant de cette conformation des tissus, et enfin les améliorations au niveau des techniques d'anastomose pour encore pousser un peu plus loin le sur-mesure de cette reconstruction. Je vous remercie. Merci Quentin pour cette très belle communication. Vous avez des questions certainement. Le professeur Michel Germain. Michel Germain, compliments. D'abord, merci Monsieur le Président. D'abord des compliments, Monsieur, pour votre magnifique communication. Et puis des encouragements. Continuez comme ça. Permettez-moi une petite précision. La super microchirurgie a été mise au point par un japonais, Koshima, n'est-ce pas, qui utilise d'une part un microscope très particulier qui permet des grossissements de 50 fois, des instruments très particuliers et du fil 14-0 que je ne vois pas à l'œil nu. Voilà donc des précisions. Maintenant, donc, vous avez choisi un sujet très large, toute la reconstruction céphalique, et bravo. Et j'ai une question. Quels sont vos résultats échecs, résultats fonctionnels et résultats morphologiques? Je vous remercie, Monsieur Germain, pour votre question. Les résultats en termes d'échecs, il faut considérer en fonction des cas et la complexité des cas. Sur ces chirurgies-là, on n'est pas au-dessus de 10% d'échecs, on est en dessous. Ça va être le contexte et le terrain qui va être extrêmement important. Comme vous savez, les contextes de chirurgie secondaire avec des antécédents de radiothérapie, etc., vont nous donner beaucoup plus de complications. Peut-être pas des complications en termes d'anastomose microchirurgicale à proprement parler, mais plus des complications à type d'infection ou de thrombose à cause de conditions septiques et infectieuses post-opératoires, de désunion. Donc, il y a un certain taux d'échec et de problématiques locales, mais qu'il faut considérer en dessous de 10% globalement. Les résultats fonctionnels se sont grandement améliorés.
énormément. Je crois qu'il y a le souci du détail. Vous avez parlé de Koshima. C'est quelqu'un qui a fait justement, à partir des années 90, beaucoup de progrès sur cette chirurgie des lambeaux perforants, de la super microchirurgie. On a amélioré les résultats fonctionnels aussi grâce à ça, un peu à l'image de la langue et des conformations qu'on peut faire. Les reconstructions au niveau des exresses parotidiennes, ça découle un peu de tout ça aussi. C'est Gustave Roussy, c'est le docteur Kolb qui amène des techniques qui viennent du Japon justement et qui vont permettre d'enrichir notre palette. Et vous voyez qu'on a des résultats fonctionnels qu'on n'espérait pas justement il y a encore quelques temps. Donc moi je trouve que les résultats fonctionnels sont plutôt sur une courbe ascendante. C'est difficile d'être parfait au niveau du visage, toujours imparfait, mais c'est de mieux en mieux. Oui. Je vous remercie de cette micro, s'il vous plaît. Merveilleuse description de la reconstruction qui n'est dans un domaine que je ne connais que très peu. Mais ce que j'ai connu au moment de la naissance de la microchirurgie dans votre domaine, c'était les lésions d'abulsion du cuir chevelu, donc la traumatologie, et je n'ai pas du tout suivi l'évolution. Est-ce que vous avez de meilleurs résultats, sûrement, avec ces techniques et meilleures connaissances de l'anatomie? Alors, pour les avulsions au niveau du cuir chevelu, vous voulez parler des replantations qu'il peut y avoir, oui. C'est les pics qui arrivent avec Oui, mais quand c'est possible, il y a des techniques de replantation. Il y a dans la littérature des descriptions régulières de cas. Sont des choses, oui, qui sont faisables et qui sont possibles. Non, a priori, pas fait des problèmes. Non. Je pense pas, en tout cas à ma connaissance, en soi, comme c'est de la replantation, ça n'a pas en soi fait des progrès. Ce qui aurait pu permettre de faire des progrès, c'est des prises en charge de sorte d'urgence microchirurgicale en fait. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existe pas malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a eu des idées, ça a été proposé, je crois, plusieurs fois, la SOFCPRE, il y a eu une question sur ces urgences microchirurgicales. Ce qui aurait pu être un progrès, c'est ça. C'est-à-dire que les gestes se sont démocratisés dans la microchirurgie. Et donc, il pourrait y avoir l'idée d'une urgence microchirurgicale dans certaines grandes villes pour ces cas-là. Ça permettrait de faire ces replantations de manière beaucoup plus rapide. Ce que nous avons connu, ce que vous évoquez, c'est la grande expérience de Yougoslavie où tout était concentré et ils avaient des résultats exceptionnels. Ouais. Maxime? Oui. Maxime Ross. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais deux questions. La première, alors c'est très pratico-pratique, concernant la planification échographique. Puisque finalement, il y a beaucoup d'échos. Quand on regardait les photos que vous présentiez, étaient faites au bloc opératoire en temps réel. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'avoir une planification échographique plus en amont et peut-être gagner du temps au bloc, si ça existe dans certains gestes ou si ça doit être développé, premièrement. Deuxièmement, question concernant les traitements onco et la radiothérapie. Au bout de combien de temps on peut commencer la radiothérapie? Parce que j'imagine que sur de la microchirurgie aussi précise, est-ce que ça rallonge le délai pour dire c'est cicatrisé, on peut faire de la radiothérapie, ou est-ce que c'est le même que pour d'autres types de chirurgie? Merci pour votre question. Il y a deux points. Donc, celui de repérage. J'ai montré des photos péropératoires parce qu'en fait, on va se situer dans deux contextes. Il y a celui où l'on sait ce qu'on va faire comme reconstruction et qu'il va y avoir besoin du détail de la position de la perforante. On sait que dans cette zone, il y a des perforantes et donc, ça peut être fait en salle opératoire, parce que le patient est informé de ce qui va être fait. Le détail de la position de la perforante n'est pas forcément son souci, donc ça peut se faire. Par contre, il y a deux autres cas qui sont ceux de choix de lambeaux dans des situations difficiles où il y a déjà des cicatrices et des choses comme ça. On va essayer de se recacher dans cette cicatrice-là et regarder s'il reste toujours une perforante. Et donc ça, on va aimer le faire avant d'arriver en salle opératoire parce qu'on ne va pas annoncer au patient qu'on va prélever ici alors qu'il n'y a plus de perforante. Et donc ça, c'est en amont. Et le deuxième cas, où en tout cas moi, ça m'arrive plus souvent aussi, en travaillant en trousseau, c'est pour les enfants. Les enfants qui sont en âge de
comprendre, pas les tout petits, mais ceux qui sont en âge de comprendre l'intervention, je le reçois avec la famille et on leur fait l'échographie avant. C'est un examen non invasif. Ça leur permet de leur opérer aussi les vaisseaux. La famille comprend ce qu'on va prendre, pourquoi c'est une intervention qui va durer longtemps, etc. Et les vaisseaux, et ça nous permet aussi, donc en pédiatrie, d'avoir tout qui est bien repéré en amont, parce que la question sera un peu plus sensible au bloc opératoire, quoi. Donc, en amont, ça existe et ça se fait dans un certain nombre de cas. Ensuite, la question était celle du délai. Ça ne rallonge pas les délais de prise en charge pour la radiothérapie quand c'est un succès. C'est la question de l'échec, en fait, qui va rallonger le délai de la radiothérapie. C'est pour ça que dans ces reconstructions, dans les reconstructions carcinologiques, si échec il y a, il faut une réactivité très importante. On peut faire des marches arrière sur des techniques beaucoup plus conventionnelles, des techniques qu'on va dire beaucoup plus fiables, mais beaucoup moins fonctionnelles, etc. Mais il y a cette question toujours sur la carcino. C'est-à-dire que s'il y a un échec, on va très vite, il faut reconstruire, il faut permettre d'aller vers le traitement carcinologique. Ça ne doit pas empêcher la prise en charge carcinologique, ça ne doit pas la retarder. Mais de principe, en tout cas, une fois que l'anastomose est faite, 3 semaines après, en gros, on est très bien. Hein, si on est cicatrisé. Merci beaucoup et bravo, vraiment. Merci. C'est magnifique ce que vous nous présentez. Je vais vous poser une question sur le risque infectieux. La chirurgie du visage est réputée pour être une chirurgie peu pourvoyeuse de complications infectieuses, compte tenu de la qualité de sa vascularisation, dit-on. Est-ce qu'il en est de même quand on fait des interventions aussi envahissantes, aussi complexes, aussi prolongées? Oui. Très simplement, oui, mais c'est le contexte. C'est-à-dire que radiothérapie, ça complique tout, toujours. Ce qui va compliquer, c'est aussi la zone reconstruite, cavité orale, fosse nasale. Si les reconstructions ne sont pas étanches, avec des sutures étanches, avec une bonne vascularisation de lambeaux, pour que la cicatrisation soit rapide, vous allez avoir des communications, et ces communications vont être terribles. Donc, c'est une chirurgie qui nécessite d'être complètement étanche. Nez, voie respiratoire avec cou, tout doit être étanchifié et zéro communication. Parce que oui, ça peut se compliquer et devenir dramatique, mais en principe, en théorie, c'est pas pourvoyeur en soi de complications, c'est vraiment le contexte. Une reconstruction de cuir chevelu chez un patient jeune, c'est pas en soi compliqué, on s'inquiète pas pour l'infection. Une chirurgie du plancher buccal chez une personne qui a déjà eu de la radiothérapie, on s'en inquiète, mais c'est le contexte. Vous avez montré de magnifiques reconstructions de la mandibule. Est-ce que vous avez autant de moyens d'agir pour les lésions du maxillaire? Oui, globalement, on a à peu près les mêmes moyens d'agir. La mandibule se prête beaucoup plus à l'illustration, je pense, parce qu'il y a un gold standard, celui du péroné, que le maxillaire est enjeu de beaucoup de réflexions autour de différents sites d'honneur, mais on a à peu près les mêmes moyens. Autre question? Magnifique, on vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Oui. Pardon, excusez-moi. Franck Dutheil. Merci Quentin pour ta magnifique présentation. J'aurais 2 questions concernant le repérage des vaisseaux. Tu as montré le repérage des vaisseaux donneurs. Qu'en est-il des vaisseaux receveurs, en particulier sur ta reconstruction du nez? Est-ce que tu cherches à l'aveugle, entre guillemets, ou est-ce que tu vas les repérer avant? Première question. Deuxième question concernant ta reconstruction mandibulaire sur la séquelle de traumatisme par arme blanche. Est-ce que tu n'as pas eu de problème en dehors de la reconstruction osseuse? Il y avait quand même un défect certainement cutané et muqueux. Est-ce que tu as pu implanter ton lambeau osseux sans aucune problématique, ou est-ce que tu as fait un geste intrabuccal ou de distraction cutanée au préalable? Merci beaucoup. Donc pour les repérages du site receveur, oui, l'échographie est en main. Elles vont être faites avant, par exemple pour la reconstruction en utilisant la racine d'Helix. Oui, j'ai recherché avant. Il y a cet écho-doppler d'amont pour s'assurer avant d'arriver au bloc opératoire. Donc oui, il y a une certaine facilité
à avoir l'écho-doppler. L'écho-doppler utilisé, c'est le même que celui que les anesthésistes utilisent au bloc opératoire. Donc, en s'habituant avec, on a une certaine facilité à récupérer, à le monter en consultation et voilà, à faire des repérages. Donc oui, ça, il y en a quasiment systématiquement sur les cas difficiles. Ensuite, l'autre question, c'était sur cette mandibule. Alors, la mandibule, je ne me suis pas attardé sur la question cutanée au moment où je l'ai fait, mais effectivement, le lambeau de péroné qui avait été apporté, il y avait de la peau avec. Donc, il y avait du fascia, de la peau aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais oui, effectivement, il manquait trop de peau. Sans ça, ce n'était pas possible. Il a fallu gérer peau, muqueuse, pas trop, mais peau, oui, il a fallu gérer. Merci beaucoup. Bravo. Merci.